Il est 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus ce soir en direct sur LCI. Ce soir, les cartes sont totalement rebattues sur le front de la guerre en Ukraine. Poutine poursuit une offensive sanglante pour récupérer ses territoires dans la région de Koursk et les Ukrainiens se retrouvent acculés, encerclés. Donald Trump demande officiellement au chef du Kremlin d'épargner, je cite, la vie de milliers de soldats ukrainiens, dit-il sur son réseau Truth Social. Que va faire le président russe qui ne semble pas pressé de faire taire les armes? Donald Trump dit avoir des leviers pour convaincre Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Mais lesquels? Le président américain est-il pris à son propre piège face à un Poutine qui veut à tout prix obtenir une victoire militaire? Entre Poutine et Trump, qui décide? Qui mène le jeu? C'est la question du grand dossier ce soir. Écoutez ce que disait il y a quelques heures Vladimir Poutine, qui non seulement veut reprendre ses terres dans l'oblast de Koursk, mais prendre sa revanche sur Kiev, accusé d'avoir humilié Moscou sur son territoire. Qu'est-ce que cela voudra dire si nous cessons les hostilités pour 30 jours? Que tous ceux qui se trouvent là-bas pourront sortir sans combattre? Est-ce que nous devons les laisser sortir après qu'ils aient commis ces crimes de masse contre les civils? Pour comprendre ce qui se joue, accueillons ce soir dans le grand dossier le général Nicolas Richoux. Bonsoir, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Grégory Phillips, bonsoir. Rédacteur en chef international sur LCI. Marion Buchet, bonsoir. Vous êtes experte aéronautique, ancienne pilote de chasse. Merci d'être avec nous ce soir dans le grand dossier. Regardons ensemble le message que Donald Trump a publié aujourd'hui, il y a moins de 2 heures maintenant. Nous avons eu hier des discussions très fructueuses avec le président russe Vladimir Poutine et il y a de fortes chances que cette guerre horrible et sanglante prenne enfin fin. Mais en ce moment même, des milliers de troupes ukrainiennes sont complètement encerclées par l'armée russe et dans une position très défavorable et vulnérable. Et Donald Trump fait cette demande. J'ai demandé avec insistance au président Poutine que leur vie soit épargnée. Il s'agirait d'un massacre horrible, sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Les mots sont extrêmement forts. On va partir tout de suite à Moscou, retrouver notre correspondant ce soir, Jérôme Garraud. Bonsoir Jérôme. Alors est-ce qu'on sait si le Kremlin a réagi à cette demande formulée par le président américain? Bonsoir, on n'a pas encore de détails pour l'instant, mais vous imaginez que cette nouvelle a très rapidement été diffusée, relayée par les différentes agences de presse russes. Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé. Vous savez, depuis très longtemps, le président américain est considéré ici par Moscou comme le seul interlocuteur possible et digne du président russe. Alors Donald Trump demande que soient épargnées les vies des soldats ukrainiens qui se trouvent actuellement dans l'oblast de Koursk et qui sont pourchassés ou encerclés par l'armée russe. Et ça, c'est un point très très important, puisqu'hier, Vladimir Poutine expliquait qu'il ne pouvait pas accepter tout de suite un cessez-le-feu, notamment à cause de ces soldats qui sont considérés par Moscou comme des terroristes. Mais pour l'instant, on ne connaît pas encore la réponse de Vladimir Poutine. Peut-être qu'Américains et Russes ont quand même trouvé un accord. Puisqu'on parle de cette région de Koursk, c'est de ça dont parlent aujourd'hui tous les médias d'État. La reconquête de la ville de Soudja est à la une de toutes les télévisions, et ce, devant la réponse de Vladimir Poutine à la proposition de cessez-le-feu. Très intéressant d'avoir cette remontée de terrain de la part de Jérôme Garraud. Merci beaucoup avec Michael Merle en direct ce soir de Moscou. Grégory Phillips, moi j'ai été saisi par cette formule de Donald Trump. Alors ça fait des semaines, des mois que les Ukrainiens sont en grande difficulté, non seulement sur le territoire ukrainien, mais en territoire russe. On va le voir avec le général Richoux dans un instant, carte à l'appui. Mais c'est la première fois que Donald Trump demande au président russe d'épargner des vies ukrainiennes. Alors, plusieurs choses dans le message de Trump. D'abord, il dit nous avons échangé là-dessus, une précision. Trump et Poutine ne se sont
pas encore parlé, c'est en tout cas ce que nous confirme la Maison-Blanche. Il fait référence évidemment aux échanges avec son envoyé spécial Witkoff, qui hier a rencontré Poutine. Deuxième point, oui, l'armée ukrainienne, et le général nous le confirmera sans doute dans un instant, est en très grande difficulté dans cette région de Koursk. On peut, je pense, même parler d'effondrement. La situation devient quasi impossible, notamment autour de cette ville de Soudja qui est reprise ou qui est sur le point d'être reprise par les Russes. Donc en cela, Trump a raison. Les Ukrainiens sur ce bout de Russie. Enfin, je sais qu'on le dit à chaque fois sur ces plateaux, mais c'est important de le préciser. On est en territoire russe. Dans cette oblast de Koursk, les Ukrainiens sont en très grande difficulté. Maintenant, est-ce qu'il y a des milliers de soldats ukrainiens encerclés par l'armée russe? On peut en douter, vu les informations qui nous remontent du terrain. Il y a sans doute des Ukrainiens qui sont faits prisonniers. Et d'ailleurs, ce sera peut-être une monnaie d'échange dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Je ne pense pas que des milliers d'Ukrainiens soient à ce jour encerclés. Maintenant, pourquoi est-ce que Trump écrit cette proposition sur son réseau social? C'est sans doute pour montrer qu'il est un peu l'arbitre entre, évidemment, Poutine et Zelensky. On sait qu'il a envoyé Witkoff à Moscou échanger. On sait que la balle est maintenant dans le camp de la Russie, puisqu'on attend une réponse plus précise de Poutine sur la proposition de cesser le feu. Et Trump, avec ce type de message, se positionne un peu au milieu comme un médiateur en attendant une réponse plus catégorique de la Russie. Général Richoux. Eh bien, je suis d'accord avec cette analyse. D'abord, les Ukrainiens sont en difficulté, mais à ma connaissance, ou alors si j'ai loupé un épisode, ne sont pas encerclés à l'heure actuelle. C'est ce que rappelle Kiev d'ailleurs, bien entendu. Par rapport à ce que dit Donald Trump. Ils se sont fait avoir à Mariupol, souvenez-vous, et donc à mon avis, ça n'arrivera plus. Ils n'ont pas voulu que le bataillon Azov se fasse coincer. Donc en fait, on recule pied à pied, mais il n'est pas question d'être encerclés pour le moment. Et je pense qu'ils prendront les décisions qui conviennent pour ne pas être encerclés si jamais la situation se dégrade encore. Et là, je suis absolument d'accord, le message est politique, c'est-à-dire, regardez, j'agis, et lui qu'on l'a accusé, Vladimir Poutine, plutôt Donald Trump, qu'on a accusé d'être un grand méchant vis-à-vis de l'Ukraine, explique qu'il œuvre pour sauver des milliers de vies ukrainiennes. Donc il se place du côté des gentils, en disant, regardez, j'œuvre pour eux, alors même que la situation est désespérée. Mais effectivement, je rappelle quand même qu'il reste à peu près 200 km² qui sont occupés en terre de Russie, et que ces 200 km² peuvent encore faire l'objet d'un échange avec Vladimir Poutine. Mais je pense aussi que Vladimir Poutine ne veut en aucun cas d'une trêve aussi longtemps qu'il y aura un soldat ukrainien sur le territoire russe, parce que c'est son aiguille dans le pied pour pouvoir négocier en position de force. Donc il va mener son offensive jusqu'au bout, et on verra si la reprise de l'aide américaine permet aux Ukrainiens de maintenir leur position ou pas. Marion Bucher. Oui, tactiquement, on s'attendait à ce que les Russes réagissent fortement du côté de Koursk pour essayer d'évincer les Ukrainiens, parce que si on arrive à un cessez-le-feu, on va avoir un statu quo sur la situation sur le terrain. Et quand, pour le régime russe, ça a quand même été un gros souci en interne d'expliquer à l'opinion publique interne pour Vladimir Poutine que les Ukrainiens avaient pris une partie du territoire russe. Nous sommes en direct avec Charles Adams, ex-ambassadeur des États-Unis en Finlande, avocat international. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Comment vous interprétez cette demande inédite de Donald Trump envers Vladimir Poutine ? Tout d'abord, je dois dire que je suis d'accord avec le général Richoux, que la prémisse est fausse. Il n'y a pas des milliers de soldats ukrainiens encerclés. Ils ne sont pas en danger imminent, comme l'indique le président Trump. Je crois que Trump se positionne ainsi afin de se glorifier de leur avoir sauvé la vie, alors qu'il n'en est rien. L'élément qui, pour moi, est le plus important est en fait à Washington. C'est la situation politique interne du président Trump qui est en forte dégradation. Les bourses s'effondrent, des voix s'élèvent au sein du Parti républicain contre certaines initiatives malencontreuses de ce gouvernement. Il est, pour Trump, extrêmement important de pouvoir se targuer
d'avoir réussi à établir un cessez-le-feu dans cette guerre russo-ukrainienne. Jusqu'ici, c'est vrai qu'il était plutôt plus bâton côté ukrainien, carotte côté russe. Là, il a quand même pondéré un tout petit peu. Il se dit optimiste à aboutir. Il lui est indispensable d'aboutir. Mais je pense qu'il se rend compte qu'il ne peut pas aboutir à un résultat qui, pour les Ukrainiens, serait tant soit peu humiliant ou tant soit peu péjorant s'agissant de la souveraineté ukrainienne sur leur propre territoire. Donc, je pense qu'il n'est pas impossible que Trump en arrive à encourager Poutine à davantage de flexibilité dans les jours qui viennent. Charles Adams, vous restez avec nous. Marion Buchet, je vous voyais réagir. Oui, en fait, ce que dit le général et Charles Adams est à mettre en lumière avec ce que disait votre journaliste, c'est que Trump est considéré comme le seul interlocuteur qui vaille face au président Poutine. Et en fait, il partage certaines caractéristiques. C'est une certaine façon de présenter une vérité qui leur est parfois propre. Et donc, c'est très important de voir ce qui se passe sur le terrain et d'essayer d'avoir des relais sur le terrain. Et aussi, cette prééminence de la loi du plus fort face à un ordre international qui était avant régi uniquement par le droit. Alors que Donald Trump demande à Vladimir Poutine d'épargner la vie des soldats ukrainiens en difficulté dans la région de Koursk, je voudrais vous faire réagir et vous montrer cette séquence qui nous est parvenue il y a quelques instants et que nous avons authentifiée. Elle montre un soldat russe qui affirme qu'il a reçu l'ordre d'épargner la vie de soldats ukrainiens qu'il était sur le point d'abattre. Regardons ensemble. Soudja est libéré. Les Ukrainiens battent en retraite et on nous a ordonné de ne pas leur tirer dessus, de les laisser partir à travers champs. Ils étaient 8 ou 10 000. Je suis juste sidéré par cette guerre, mec. Ce n'est que conneries et argent. On aurait pu les tirer de partout, les bombarder, les frapper avec nos missiles Grad et nos drones. Mais le commandement a dit non, ne tirez pas, laissez-les partir. C'est juste irréel. Cette vidéo a été publiée aujourd'hui. Marion Buchet, je vous sens dubitative. C'est évidemment publié par les Russes. Faut juste analyser ça en sachant que depuis le début du XXe siècle, la Russie a institutionnalisé des process de désinformation. Donc après, elle est peut-être véridique, mais il faut quand même garder un esprit critique quand on voit ce genre de témoignages. Général Richoux. Oui, ça peut être un montage et de la propagande. Ça peut simplement vouloir dire qu'ils n'ont pas réussi à les encercler et donc ils se sont retraités et expliquent la raison par leur mansuétude, leur humanité que l'on connaît bien chez les Russes. Je n'y crois. Alors franchement, militairement, je n'y crois pas une seconde. Vous n'y croyez pas, général ? Évidemment, ils les traitent de terroristes. Ils les traitent de terroristes tous les jours. Alors que je rappelle qu'une unité qui est encadrée, qui a un chef qui combat réglementairement, qui a des signes distinctifs, est protégée par les lois de Genève, y compris d'ailleurs les résistants, les maquisards, etc. Donc ça c'est très très net. Il les traite de terroristes, il menace d'exterminer tous ceux qui sont sur la terre de Russie, etc. Mais quand il a la possibilité de les encercler, il les aurait laissés partir. Moi je crois surtout que il y a eu effectivement, ils ont lâché Soudja parce qu'ils ne pouvaient pas tenir Soudja, mais comme ils le font maintenant de manière avec beaucoup de brio depuis plusieurs mois, quand ils se reculent pied à pied, c'est-à-dire que ça s'appelle du freinage. C'est-à-dire qu'on échange du terrain contre du temps. C'est ce qu'on va voir carte à l'appui justement avec vous, Marion Buchet. Oui, sachant qu'on a aussi eu des remontées, notamment de gens qui cherchent des informations sources ouvertes, d'exactions qui auraient pu être commises par les Russes dans cette... alors c'est peut-être des exactions ponctuelles, mais en tout cas, c'est quand même à garder à l'esprit quand on voit cette vidéo. Grégory Philippe. L'information qu'on peut
retenir en tout cas de cette vidéo et qui semble être confirmée, c'est la prise de cette ville de Soudja, qui est une ville importante dans l'oblast de Koursk et qui était une cible des Russes. Ils voulaient reconquérir Soudja. A priori, c'est fait. Jérôme Garraud nous confiait qu'il pensait bientôt pouvoir avoir les premières images de Soudja libérée avec le drapeau russe. Et on verra dans quel état se trouve la ville à ce moment-là. Oui, c'est ce que Poutine veut obtenir, hein, une victoire militaire. Venez avec moi, monsieur le général Nicolas Richoux. On va analyser ce qui se passe depuis plusieurs jours. Depuis moins d'une semaine, il y a une offensive fulgurante qui a été menée par les Russes pour reprendre les territoires. Ça, c'était le 9 mars, c'était dimanche dernier. Regardez, ça, c'est en rouge les avancées des Russes. En jaune, les avancées revendiquées à l'époque par les Russes, qui depuis ont effectivement récupéré ces territoires. Et regardez en bleu, c'était les territoires occupés par les Ukrainiens qui avaient encore Soudja, cette ville russe. Et regardez ce qui se passe. Le 11 mars, regardez, les Ukrainiens étaient sur le point de prendre Soudja et on voit déjà que les terres en bleu, les terres occupées par les Ukrainiens, étaient déjà en train de se réduire et que Moscou avait réussi à récupérer une grande partie des territoires qui avaient été conquis par les Ukrainiens. Et si on regarde la carte d'hier, on se rend compte que Soudja a été récupéré quasiment par les Russes et qu'il reste ces deux petites enclaves, moins de 200 km² occupées par les Ukrainiens, alors qu'au plus fort de leur incursion en territoire russe, ils avaient obtenu 1300 km². Alors, général, la première question que l'on se pose, c'est comment les Russes ont réussi à faire reculer aussi vite les Ukrainiens depuis moins d'une semaine. Alors depuis moins d'une semaine, mais ils avaient quand même mis plus de 6 mois, ou 6 ou 8 mois pour les renvoyer, je dirais, vers leurs frontières. Rappelons-nous que quand il y a eu l'offensive ukrainienne, vous l'avez bien dit, il y avait 1300-1500 km² qui ont été pris, mais en fait, il n'y avait que des troupes du FSB. Les FSB, c'est les gardes frontières, c'est l'équivalent du KGB, donc qui n'est pas équipé pour la guerre. Donc il y avait un effet de surprise, mais ensuite, les Russes ont accumulé la masse. Il y a, je crois, 2 brigades qui sont ukrainiennes qui sont accumulées dans la poche de Koursk, mais de l'autre côté, il y a 40-50 000 hommes qui, petit à petit, se sont accumulés. Donc il y avait déjà une supériorité absolument considérable, ce qui, avant mars, leur a permis de récupérer près de 60% du territoire. Bon. Et puis, là-dessus, effectivement, arrive l'arrêt du renseignement. Alors, il y a, du renseignement américain. Voilà, du renseignement américain. Alors on dit, est-ce que ça a une importance, pas une importance? Moi, j'estime que ça a une importance absolument extraordinaire. Effectivement, la reprise de Soudja, là, par le pipeline, ça doit être programmé depuis plusieurs mois. Mais il y a une corrélation absolument exacte entre le moment où cette offensive a été déclenchée et l'arrêt du renseignement américain. Ça veut dire qu'au moment où ils ont déclenché l'offensive, eh bien, les Ukrainiens étaient au moins partiellement aveugles. Donc, ils ont perdu, effectivement, la bataille de Soudja. Mais quand on parle de l'encerclement, regardez bien, le bleu, ce sont les Ukrainiens. Oui. Dites-moi, et là, on est en territoire ukrainien. Dites-moi voir où ils sont encerclés. Ils se sont retirés, visiblement, si cette carte est exacte, de la région de Soudja. Donc, ils ont reculé freinage, en échange du temps, du terrain contre du temps, en provoquant de l'attrition ennemie. On se replie sur des lignes. C'est bien sûr en position de faiblesse, je veux dire, ils sont vraiment en grande difficulté, mais ils se sont repliés sur des lignes plus favorables. Ils tiennent encore 200 km², c'est-à-dire monnaie d'échange possible, avec les Russes lors d'une négociation, ce dont ne veut surtout pas Vladimir Poutine vraisemblablement, et avec des liaisons qui, à ma connaissance, sont encore assurées vers l'arrière. Il n'y a aucun encerclement, contrairement à ce que pu dire Donald Trump dernièrement, pour se valoriser comme grand faiseur de paix et sauveur des vies ukrainiennes, alors même que l'offensive de Soudja a coûté vraisemblablement plusieurs centaines de morts aux Ukrainiens par l'arrêt du renseignement américain. C'est la raison pour laquelle, donc ces territoires représentés en bleu, occupés par les Ukrainiens, Vladimir Poutine n'a pas du tout envie d'arrêter les combats, parce qu'il veut absolument récupérer au plus vite ces territoires. Mais absolument, je veux dire, ça c'est vraiment l'épine dans le pied. Il veut bien négocier, mais à ces conditions. Si on fige le front ce soir, il y a des troupes ukrainiennes en territoire russe. C'est impossible. Alors que s'il récupère ces territoires, ensuite, il dira, maintenant on fige le front sur les frontières, et les oblasts de Louhansk, Donetsk, Zaporijia, Kherson m'appartiennent.
ukrainienne parce que je les ai conquis et de droit de guerre. Par contre, là, il n'y a que des criminels qui ont envahi la Terre Sainte de Russie. Vous voyez, donc voilà, il y a vraiment deux narratifs complètement différents. Donc c'est pour ça que je ne crois pas vraiment à la volonté de trêve aussi longtemps qu'il y aura des troupes ukrainiennes sur le territoire russe. On poursuit ce débat, merci Général, parce que les explications étaient extrêmement claires. Grégory Phillips, est-ce qu'il y a un risque pour Volodymyr Zelensky qu'il perde sa monnaie d'échange, ces territoires russes aux mains des Ukrainiens? Alors, j'ai pas la réponse et c'est pour ça que je voulais me retourner vers le général. Parce que j'avais une question aux militaires. On voit quand même une progression très rapide. Hein, oui, indéniablement, oui. Est-ce que ça veut dire que ces 200 km² peuvent être perdus dans le week-end, dans la semaine qui vient, dans les quelques semaines? À la guerre, on ne le sait jamais. Je rappelle toujours que les 100 derniers mètres pour aller sur la Volga en novembre-décembre 42 n'ont jamais été faits par la Wehrmacht. Ils avaient gagné la bataille de Stalingrad. Je rappelle que Adolf Hitler avait même pondu une médaille commémorative pour la prise de Stalingrad et que les 100 derniers mètres qui les menaient à la Volga, pour achever la conquête de la ville, n'ont jamais été faits. Donc à la guerre, vous ne savez jamais. Et là, on est sur 200 km². Voilà, et ils peuvent les perdre la semaine prochaine. Mais moi, je me rappelle qu'on me disait que Tchassiviar allait tomber il y a 8 mois, y compris les Ukrainiens. Et j'avais dit à l'époque, tant que la ville n'est pas tombée, vous ne pouvez pas le dire. Parce qu'à la guerre, je veux dire, c'est le dernier quart d'heure qui compte, en fait. Et Tchassiviar n'est toujours pas tombé. Vous ne savez pas si ces 200 km², moi je ne suis pas capable d'y répondre, vont tomber ou pas tomber. Je pense qu'il va y avoir un effort ukrainien quand même pour faire en sorte de garder un gage en terre russe. Charles Adams, on voit très bien la situation sur le terrain. Vladimir Poutine, il n'est pas prêt d'accéder à la demande de cessez-le-feu du président américain, car ce n'est pas dans son intérêt. Certes, la question qui se pose est celle de savoir si le président Trump va réellement exercer une pression sur Vladimir Poutine d'aboutir. Pour Trump, cela devient de plus en plus important dans la mesure où sa cote politique aux États-Unis sur le plan interne est en train de se détériorer de jour en jour. Donc pour Trump, l'enjeu, ce n'est pas ces territoires autour de Souja, c'est sa posture d'imposeur de paix et de celui qui aboutit à faire de sorte que la Russie s'arrête. Je pense, comme disait le général Richoux, que finalement, la question n'est pas de savoir si oui ou non ces territoires aboutissent à être repris par les Russes. Il y a d'ailleurs des affaiblissements des positions russes sur d'autres secteurs du front qui ont été dégarnis afin de renforcer justement cette offensive autour de Souja. La question est de savoir si Trump est prêt à dire à Poutine, écoute, tu vas arrêter, il faut arrêter, j'ordonne que tu arrêtes, parce que moi, je suis dans une position de plus en plus difficile face à un public américain, face à des voix qui s'élèvent dans le parti républicain, exigeant un soutien davantage musclé de l'Ukraine dans sa position, dans ses négociations. Vous m'offrez une parfaite transition, Charles Adams. Merci, ex-ambassadeur des États-Unis en Finlande et avocat international. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce que Donald Trump a les moyens de faire plier Vladimir Poutine? Est-ce qu'il a encore des leviers? C'est ce qu'on va vous expliquer dans quelques instants. Et Pascal Boniface, directeur fondateur de l'IRIS, nous rejoindra. Il nous donnera son regard, et notamment sur la stratégie du président américain. À tout de suite. Vous êtes devant le grand dossier ce soir qui se poursuit et consacré à cette question, alors que Trump demande à Vladimir Poutine d'épargner la vie des soldats ukrainiens dans la région de Koursk. Entre Poutine et Trump,
Qui décide? Qui mène le jeu? Nous posons la question à Pascal Boniface dans un instant, directeur fondateur de l'IRIS. Bonsoir, co-auteur avec Hubert Védrine de l'Atlas des crises et des conflits aux éditions Armand Collin. Avant de vous entendre, Pascal Boniface, le rappel des principaux titres de l'actualité. Je vous le disais, les soldats ukrainiens pourraient subir le pire massacre depuis la Seconde Guerre mondiale à Koursk. C'est le message publié par Donald Trump sur Truth Social, le président américain qui a demandé à son homologue russe d'épargner, je cite, les milliers de soldats ukrainiens encerclés dans la région de Koursk. L'appel du président américain qui intervient au lendemain de la prise de parole de Vladimir Poutine, qui a annoncé son intention d'arrêter les hostilités tout en demandant de nouvelles négociations avant une éventuelle trêve. L'Iran subit des sanctions illégitime sur son programme nucléaire. Ce sont les mots de Moscou. La Russie, la Chine et l'Iran réunis ce matin ont tous trois affiché l'objectif de faire baisser les tensions autour du programme nucléaire iranien. Le Kremlin ajoute que l'inquiétude autour du nucléaire iranien a été, je cite, instigée de manière artificielle par des pays étrangers. Suivez mon regard, peut-être en direction des États-Unis ou d'Israël. Enfin, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Émile. Les enquêteurs de la section de recherche de Marseille ont saisi une jardinière municipale tôt ce matin. Information de notre service police-justice TF1 LCI. Une partie des ossements du petit garçon avait été retrouvée l'an dernier. Le garçon de 2 ans avait disparu, souvenez-vous, en juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence. L'information principale de la soirée que nous développons évidemment dans ce grand dossier, c'est cette demande inédite de la part de Donald Trump envers le président russe. Regardez ce message posté sur son réseau social, Truth Social. En ce moment même, des milliers de troupes ukrainiennes sont complètement encerclées par l'armée russe et dans une position très défavorable et vulnérable. J'insiste, j'ai demandé avec insistance au président Poutine que leur vie soit épargnée. Il s'agirait d'un massacre horrible, sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans les faits, c'est pas sûr qu'il y ait des milliers de soldats ukrainiens pris au piège. On est peut-être plutôt sur une échelle de centaines de soldats ukrainiens. Mais cette demande formulée par le président américain, c'est une première. Pascal Boniface, comment vous l'interprétez ? D'une part, Donald Trump passe pour un homme de paix qui est soucieux de préserver les vies humaines. C'est pour cela qu'il pousse les protagonistes de cette guerre à faire la paix malgré leur difficulté à le faire. Et ensuite, il veut aussi apparaître comme quelqu'un qui peut aussi exiger, demander avec succès des choses à Poutine, puisque son prédécesseur n'a rien obtenu de lui. Et donc, si Poutine, effectivement, on sait que Poutine ne signera pas de cessez-le-feu tant qu'il y aura des territoires russes sous contrôle ukrainien. En même temps, effectivement, il veut éviter un massacre de grande ampleur. Et vous avez raison de souligner, il n'est pas certain qu'il y ait des milliers de soldats ukrainiens encerclés, mais il y en a certainement qui le sont, et l'armée ukrainienne est en repli. Et donc, aussi, c'est une façon bien de faire en sorte que ces vies soient épargnées pour pouvoir faciliter un cessez-le-feu qui serait plus difficile s'il y avait un massacre de grande ampleur de soldats ukrainiens. Mais en même temps, il faut aussi que ces soldats quittent le territoire russe pour que Poutine accepte de signer un accord de cessez-le-feu. Donc le mieux, c'est quand même qu'il parte vivant ou qu'il puisse rejoindre l'Ukraine. Pascal Boniface, vous restez avec nous. Donald Trump a dit hier qu'il serait décevant que la Russie fasse échouer la proposition de cessez-le-feu. Il estime qu'il a des leviers pour convaincre Poutine d'accepter de faire taire les armes. Quel est votre levier sur Vladimir Poutine ? Vous pensez à des sanctions ? Et s'il refuse ? Eh bien, j'ai un levier, mais je ne veux pas parler de levier parce que pour l'instant, nous lui parlons. Et d'après les déclarations qu'il a faites aujourd'hui, elles étaient plutôt positives, je pense. Je ne veux donc pas en parler. Allons plus loin avec vous, Jade. Face à un Vladimir Poutine inflexible, il reste à Donald Trump des leviers pour le faire plier ? 2 leviers principaux, en fait. Un levier financier et le levier des armes. Sur le levier financier, Donald Trump l'a dit lui-même, je peux mettre la Russie dans une position dévastatrice. Écoutez-le. Il y a des choses qu'on pourrait faire financièrement qui ne seraient pas agréables pour la Russie, mais je ne vais pas faire cela.
parce que je veux la paix avec la Russie. Mais d'un point de vue financier, nous pouvons faire des choses qui seraient dévastatrices pour eux. Alors on parle de quoi ? Il y a 3 options sur la table. Confisquer les avoirs russes qui sont gelés à New York, l'empêcher de continuer à commercer avec d'autres pays et donc principalement s'en prendre au pétrole. Alors vous allez me dire, c'est déjà le cas, oui, sauf que les États-Unis, il y a quelques jours à peine, ont bloqué au sein du G7 une proposition visant à créer une force spéciale pour lutter contre, vous savez, la flotte fantôme russe. C'est cette flotte qui est constituée d'à peu près 200 navires qui permet aujourd'hui à Vladimir Poutine de continuer à vendre son pétrole en évitant justement, en contournant les sanctions internationales. Avant l'investiture de Trump, au moment où ces sanctions sur cette flotte étaient au plus haut, les exportations de pétrole russe avaient chuté de 26%. Troisième option, augmenter les droits de douane. Il l'a lui-même dit le 7 mars dernier. J'envisage sérieusement des sanctions bancaires et des tarifs douaniers à grande échelle contre la Russie. J'apporte sur ce point-là un petit bémol tout de même. Les relations commerciales qui unissent aujourd'hui Donald Trump et Vladimir Poutine ne sont pas très importantes. 3,5 milliards de dollars d'échanges seulement entre les deux pays en 2024, soit une goutte d'eau si on compare aux autres partenaires commerciaux, la Chine, le Mexique et le Canada. Mais malgré tout, les États-Unis ont importé l'année dernière 3 milliards de dollars de produits russes. Donc, puisque la balance commerciale penche en faveur de la Russie, eh bien Donald Trump pourrait taxer plus que jamais ces échanges. L'uranium enrichi, par exemple, qu'il importe de Russie, les produits chimiques comme l'engrais ou encore les métaux en tout genre qu'il importe de Russie également. Des sanctions financières que Vladimir Poutine ne peut plus faire semblant d'ignorer au vu de la situation économique de son pays. Jade, reste le levier des armes qui pèse très lourd. C'est peut-être celui qui pèse le plus lourd aujourd'hui aux yeux de Poutine. Reprendre la livraison d'armes, ça Donald Trump l'a déjà annoncé, mais intensifier la livraison d'armes, là, très clairement, le rapport de force ne serait plus le même. L'aide militaire américaine n'a jamais été aussi forte qu'en 2023. Si on reprenait le niveau, si les États-Unis reprenaient le niveau militaire, le niveau d'aide de 2023, ça aurait un effet. La Russie ne pourrait plus avancer sur le champ de bataille comme elle le fait aujourd'hui. Il y a cette annonce qui est passée un peu sous les radars, mais qui a son importance. Les États-Unis sont sur le point de livrer de nouveau des bombes à longue portée, les fameuses GLSDB, ces bombes d'une portée de 160 km qui sont en plus munies d'ailes qui leur permettent d'augmenter encore plus la portée. Elles ont été modernisées. Donc de nouveaux modèles vont arriver en Ukraine. Kiev les avait réclamés. Donc leur arrivée pourrait changer la donne. Et puis on apprend également que Zelensky ne dispose plus aujourd'hui, il n'a plus aucun ATACMS en stock. 40 avaient été livrés. Quand ils ont été livrés, des hauts responsables américains de la défense, notamment Lloyd Austin, avaient clairement indiqué que seul un nombre très limité d'ATACMS serait livré. Donald Trump pourrait donc décider, pourquoi pas, de reprendre la livraison d'ATACMS. Et ça aurait très clairement un impact sur le terrain ukrainien. Alors, tout cela, effectivement, va à contresens de ce que cherche Donald Trump aujourd'hui, c'est-à-dire arracher un accord rapidement. Mais très clairement, on a en face un Vladimir Poutine en position de force, qui a aujourd'hui les cartes en main, donc il faut inverser la tendance. Il brandit ces menaces. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Jade. Marion Bucher. Exactement, votre dernière phrase, elle me semble extrêmement importante, c'est que vous dites qu'il est en position de force. Donald Trump s'est extrêmement exposé sur ce dossier-là, et s'il n'aboutit pas, ce sera un échec politique cuisant au tout début de son mandat. Et la Russie est donc en position de force et va essayer de négocier à prix d'or. Et donc, là, Donald Trump essaie de nous expliquer qu'en fait, il lance une apparente mise sous pression de Vladimir Poutine, mais est-ce qu'il n'est pas déjà en train de faire des concessions finalement ? Et une hypothèse qui peut être aussi mise en avant, c'est le fait que Donald Trump, alors là, on s'est placé dans une position où il imposait des sanctions, donc c'est lui qui était fort, mais s'il est finalement pas si fort dans la négociation, il pourrait être amené à négocier et à faire des concessions, telles que par exemple diminuer le nombre de soldats américains qui sont actuellement déployés en Europe orientale. Grégory. Le papier de Jade était très clair. Je mets juste un léger bémol, c'est que sur les livraisons d'armes, si jamais il décidait d'intensifier à nouveau, ce serait absolument contraire à tout ce qu'il a promis depuis des semaines et des mois, notamment à son électorat, en disant on arrête de dépenser pour l'Ukraine, etc. Donc ce serait un revirement très spectaculaire, mais après tout... tout est possible avec, Donald Trump. Et en revanche, il faudrait pour ça qu'il ait le Congrès américain derrière lui. Souvenez-vous, pour les 60 milliards d'aides américaines, alors qu'on était sous la présidence Biden... Ça avait été bloqué pendant 8 mois, je crois. Les débats avaient été extrêmement compliqués. Donc si jamais Trump décidait de
réenclencher la machine de manière importante avec des livraisons d'armes massives, il faudrait d'abord que lui change un petit peu sa vision des choses et puis qu'il amène le Congrès sur cette voie-là, ce qui ne sera pas forcément évident. Général Richoux. Oui, il faut rappeler quand même que l'armement qui est livré, ou la reprise de l'armement, de la livraison d'armement actuelle, c'est encore les dernières tranches de livraison de Biden, qui avait été décidé avant. Et donc, effectivement, lorsque cette dernière tranche sera livrée, après, c'est fini, normalement, sauf si, effectivement, il y a vote du Congrès. Donc, c'est quand même des possibilités extrêmement limitées. Et donc, on va voir dans les jours suivants. Je pense que Vladimir Poutine compte sur une prise très rapide de l'oblast, de la région de Koursk, pour pouvoir annoncer la libération du pays et à ce moment-là, aller dans le sens des négociations de Trump. Mais s'il n'y arrive pas, il va être de plus en plus en porte-à-faux vis-à-vis de Trump, qui veut des résultats très rapides. Et ça peut agacer Trump. Donc on est vraiment, Gérald, à la poignée de l'éventail. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans les jours suivants. C'est quand même assez passionnant. Ben oui, on ne sait pas si Trump est capable de mettre ses menaces à exécution, mais sur le papier, Grégory, ça pourrait amputer la capacité de Vladimir Poutine à avancer aussi rapidement qu'il a déjà fait dans la région de Koursk. Ah oui, si le scénario développé par Jade se concrétisait, évidemment que ça compliquerait la tâche de Poutine. D'ailleurs, regardez, il y a déjà eu des signaux. Alors, le rétablissement des livraisons d'armes qui effectivement avait été gelé pendant quelques jours, et le renseignement. On a vu le renseignement, les dégâts que ça a fait, les quelques jours où il a été suspendu, et peut-être, mais ça encore une fois je me retourne vers l'expert militaire, est-ce que c'est cette absence de renseignement, le fait que les Ukrainiens étaient un peu dans le noir qui a permis la progression russe dans l'oblast de Koursk, c'est une question, mais ça a déjà été un signal de rebrancher le renseignement et de permettre aux Ukrainiens de se battre de manière plus organisée et avec plus de renseignements à leur disposition. Oui, donc on va voir, je rappelle quand même 200 km², ça n'est pas rien. Et donc, avec la reprise de l'aide, on va savoir si les Ukrainiens sont capables de tenir leur position. Mais chaque jour où les Ukrainiens tiennent leur position en Russie est quand même une épine dans le pied supplémentaire pour Vladimir Poutine, qui lui, remet un petit peu à plus tard sa décision définitive ou sa réponse au président Trump, pour pouvoir finir de libérer son pays. Mais ça va marcher quelques jours. Si dans un mois, c'est pas réglé, Vladimir Poutine va être en difficulté et on verra quelle sera la réponse américaine si Donald Trump se dégonfle ou s'il hausse le ton. Et moi, je n'ai pas la réponse à ça, parce que je crois que personne ne l'a. Compte tenu de la personnalité du personnage, du bonhomme, c'est compliqué de voir l'avenir, en fait. Volodymyr Zelensky a admis il y a quelques instants que la situation était très difficile pour les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk. On verra si Vladimir Poutine accepte la proposition faite par Donald Trump d'épargner la vie des soldats ukrainiens dans cette région. Washington menace Moscou de sanctions si la Russie fait échouer la perspective d'un cessez-le-feu, mais même pas peur, répond le président russe. Concernant les restrictions illégales qui nous sont imposées et qu'ils appellent sanctions, je trouve que nous avons bien été vaccinés à ce sujet. Nous avons bénéficié d'une bonne vaccination de la part de nos soi-disant partenaires, favorisant leur autonomie et leur souveraineté. Par conséquent, nous aussi nous poursuivrons par tous les moyens nos programmes visant à renforcer notre propre souveraineté. Pascal Boniface, Vladimir Poutine se sent intouchable ? Oh non, il peut pas apparaître en position de faiblesse publiquement, bien sûr, parce que ce serait contraire à toute sa stratégie. Et quand on négocie, chacun veut donner le sentiment qu'il part d'une position de force et que donc il a le moins de concessions possibles à faire. Moi, je trouve que dans l'affaire, Trump joue à sa façon assez intelligemment, parce qu'on lui a reproché de tout céder à Poutine. Là, il prouve que non, il ne cède pas à Poutine. Et si Poutine ne vient pas à ces conditions, eh bien, la plus grande menace, plus que sur le pétrole qui n'a jamais trop marché, c'est de redonner le flot d'armes à l'Ukraine. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, empêcher une nouvelle avancée des troupes russes. Et c'est ça qui est le meilleur argument de Trump. Trump veut un résultat, il veut la fin de la guerre. Il a fait plier Zelensky en l'humiliant publiquement et maintenant Zelensky accepte toutes les conditions que Trump a posées. Alors,
Poutine ne va pas accepter des conditions humiliantes, mais encore une fois que le territoire russe ne sera plus contrôlé par une partie de l'armée ukrainienne, il pourra se montrer plus ouvert sans avoir à perdre la face, ouvert à un cessez-le-feu et des négociations en apparaissant ne voir pas céder, mais juste respecter les intérêts. Et ils pourront de nouveau afficher une coopération de bonne aloi entre deux géants de ce monde. La question, Pascal Boniface, des concessions accordées à Poutine, elle avait été aussi relancée cette semaine à la lumière de ce que nous avaient appris nos confrères de NBC News, qui disaient que Keith Kellogg, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump, aurait été largement écarté des négociations à la demande du Kremlin. Je ne pense pas que le Kremlin puisse déterminer qui doit négocier du côté américain. Il peut être reçu à un bon niveau ou à un moins bon niveau, mais on n'est pas quand même dans une situation où la Russie est tellement forte qu'elle peut dire aux États-Unis « je ne veux pas de lui comme négociateur ou comme représentant ». Et Poutine a quand même intérêt à conserver le canal le meilleur possible avec Trump et donc à ne pas mettre un carton rouge à quelqu'un qui serait envoyé par Trump. Donc ça m'étonne un peu cette nouvelle. Grégory. Alors effectivement, je ne peux pas vous confirmer qu'il a été éjecté à la demande de Poutine, mais Keith Kellogg, qui était l'émissaire spécial pour l'Ukraine, n'était pas à Jeddah en Arabie Saoudite, et ce n'est pas lui qui hier soir est allé parler à Poutine, mais bien Steve Witkoff, qui est un autre conseiller de Trump, un très proche de Donald Trump, qui est un peu son négociateur numéro 1, si je puis dire. Oui, mais c'est plus un choix américain, ça. Ouais. Oui, je pense que c'est plus un choix de Donald Trump. Qu'on passe sur une négociation qui était au début l'idée par un ancien militaire à une phase un peu plus affairiste du règlement du conflit où on met quelqu'un de moins connoté militairement et qui va faire de la négo un peu comme Trump l'entend. Parce que Steve Witkoff, c'est pas du tout un diplomate, c'est un homme d'affaires qui a réussi dans l'immobilier, pour rappeler le profil du personnage. Non, mais c'est un métier d'être diplomate, il faut quand même le dire. Si la diplomatie servait à rien, on le saurait depuis 3000 ans. Bon. Donc effectivement, moi je suis absolument d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des avancées à partir du moment où il y a des professionnels qui ont commencé les négociations à Jeddah. Nous avions Valls et puis Rubio. Et donc, on voit quand même qu'il y a eu 9 heures de discussion, et puis qu'il y a un papier qui a été signé, qu'il en est sorti quelque chose de précis. Et là, on sent que son émissaire, il envoie un professionnel de la chose, Witkoff, qui va négocier avec un professionnel de la chose, c'est Ushakov, de l'autre côté. Donc, effectivement, on est vraiment dans le dur, et plus simplement dans je vais tester la bonne volonté du type en face, et puis je vous ferai un vague compte-rendu quand je rentrerai à Washington. Donc, peut-être que le boulot de Kellogg est fini, mais effectivement, Kellogg n'est pas un diplomate, c'est un militaire. Et donc là, la parole est quand même très clairement au diplomate. Et ce Witkoff a en tout cas un bon contact avec Poutine, parce qu'il y a quelques semaines, il était allé à Moscou, souvenez-vous, pour aller récupérer un otage américain, un enseignant, je crois, Fogel, qui a été détenu en Russie depuis 3 ou 4 ans. Qui connaît bien le monde russe. Paraît-il, il aurait échangé pendant 3 longues heures avec Poutine au Kremlin et ramené le prisonnier américain dans son avion. Donc c'est en tout cas quelqu'un qui avait déjà noué contact avec le dirigeant du Kremlin. Vous restez avec nous, évidemment, Pascal Boniface, vous restez avec nous. On va poursuivre ce grand dossier entre Poutine et Trump. Qui décide? Est-ce que les Européens ont les cartes en main pour avoir leur voix au chapitre à l'heure où il y a cette proposition franco-britannique d'envoyer des troupes européennes pour assurer la sécurité de l'Ukraine dans le cadre d'un cessez-le-feu? Vous allez entendre ce qu'en disent justement les Américains. Pour la suite, ça s'annonce très compliqué. À tout de suite. Vous êtes au bon endroit sur la 26 devant le grand dossier ce soir consacré à cette question entre Poutine et Trump. Qui décide alors que le président américain est pressé d'obtenir un cessez-le-feu et demande officiellement ce soir à Vladimir Poutine d'épargner la vie des soldats ukrainiens dans la région de Koursk. Écoutez ce que dit le secrétaire d'État américain Marco Rubio sur l'opportunité d'envoyer des troupes européennes pour assurer la sécurité de l'Ukraine dans le cadre du respect d'une éventuelle trêve.
Soutenez-vous les forces de maintien de la paix européennes en Ukraine, ce que la Russie a catégoriquement refusé? Nous verrons. Je veux dire qu'il y a différentes façons de construire une force de dissuasion sur le terrain qui empêche le déclenchement d'une autre guerre à l'avenir. Nous n'allons pas y aller avec des idées préconçues. L'essentiel est que l'Ukraine ait le sentiment qu'elle peut dissuader et empêcher une future invasion. C'est de cela que nous parlerons si nous parvenons à atteindre ce stade. Une déclaration qui va dans le sens de Moscou. Regardez ce que dit le vice-président de la Douma. Je rappelle que la cause de l'opération militaire spéciale était justement d'éviter l'arrivée de soldats de l'OTAN en Ukraine. Preuve que l'incompréhension est profonde. Ni Moscou, ni Washington n'approuvent le principe d'envoi de troupes européennes pour assurer le respect d'une trêve que le président américain appelle pourtant de ses voeux. Vous le savez, parmi les options envisagées figure l'idée de constituer une force de réaction rapide à dominante franco-britannique qui serait stationnée dans un pays de l'OTAN à proximité de l'Ukraine, avec les moyens de s'y déployer rapidement en cas de nouvelle agression russe. On peut voir les bases militaires de l'OTAN, dans les pays membres de l'OTAN représentés ici en bleu. Donc il y a pas mal de possibilités. Général Richoux, est-ce que l'Europe est en capacité d'assurer seule le respect de la trêve si ni Washington et ni Moscou ne l'acceptent? À ce moment-là, c'est pas une trêve. Je veux dire, quand il y a une trêve, il y a des clauses de la trêve. Si Moscou refuse de facto absolument que les Occidentaux parlent et l'Europe, alors il faut savoir en plus que ce qu'on dit en parlant de l'Europe, il y aura des pays européens, c'est certainement pas l'Union européenne qui s'en occupera. Et si les Russes refusent absolument dans les clauses du cessez-le-feu que les Occidentaux participent à ça, il n'y en aura pas. Ce qui est intéressant là chez Rubio, je trouve, c'est que les Américains parlent davantage de garanties de sécurité qu'ils ne le faisaient avant. C'est-à-dire qu'au début, les garanties de sécurité, Donald Trump voulait prendre ses gains, les terres rares, etc. Il refusait de parler des garanties de sécurité. Là, ils disent, oui, effectivement, il ouvre toutes les portes parce qu'il sait qu'il y a une difficulté côté Moscou. Avec les troupes occidentales, mais il parle clairement de garantie de sécurité pour éviter que l'Ukraine ne soit attaquée à nouveau. Et ça, je pense que c'est un discours un petit peu neuf, c'est une avancée dans le discours américain, mais encore une fois, c'est pas Donald Trump, ce sont les professionnels de la diplomatie qui avancent les pions de manière tout à fait pragmatique, et donc je trouve qu'il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Pascal Boniface, qu'en pensez-vous ? Il n'y aura pas de soldats européens sur le territoire ukrainien si la Russie ne l'accepte pas, parce qu'ils n'arrêteront le combat que s'il n'y a pas de soldats européens. Et s'il y a des combats, on ne va pas envoyer les soldats combattre contre les Russes. Le fait de les stationner, comme ça a été proposé en Pologne à côté, et de les envoyer combattre au cas où la Russie reprendrait la guerre, ça ne marche pas plus. Le problème, c'est pas qu'ils soient à 200, à 300 ou à 1000 km de l'Ukraine. Le problème, c'est qui prend l'initiative d'un affrontement. S'il y a les soldats qui sont stationnés en Ukraine, avant, en temps de paix, la Russie ne les attaquera pas. Mais si la guerre reprenait si la Russie reprenait la guerre contre l'Ukraine, on n'enverrait pas des soldats français ou anglais, même s'ils sont basés en Pologne, combattre en Ukraine aux côtés des Ukrainiens, parce que ça serait attaqué directement à la Russie. Donc il faut trouver peut-être une force de maintien de la paix qui ne soit pas composée de soldats européens, puisqu'effectivement, pour les Russes, l'Europe c'est l'OTAN et ils ne veulent pas que l'OTAN soit en Ukraine. Et quelque part, il y a aussi un accord avec les Américains. En plus, même les Britanniques ont dit qu'ils ne déploieront de soldats que s'il y a une garantie américaine que les États-Unis ne donnent pas. Donc, cessons de poursuivre des chimères. Il n'y aura pas de troupes franco-britanniques sans garantie américaine et avec le refus de la Russie. Alors, je vous le disais ce soir, les choses s'accélèrent après la demande du président américain Vladimir Poutine d'éviter un bain de sang. Voilà ce que fait Vladimir Poutine. Vladimir Poutine appelle les soldats ukrainiens dans la région de Koursk à déposer les armes, donc en gros à se retirer de la région. C'est une manière de dire, en fait, si vous voulez qu'on arrête de vous attaquer et qu'on évite un bain de sang, la balle est dans le camp des Ukrainiens. Les mêmes soldats ukrainiens qu'il qualifiait il y a quelques jours de terroristes. Parce que déployés sur le sol russe, Zelensky, il y a quelques minutes, vous l'avez signalé, Marie-Aline, a reconnu que ses troupes étaient en grande difficulté, cette région de Koursk. On a eu ce débat tout à l'heure avec le général Richoux. Combien de temps ça peut prendre pour que les Russes boutent en dehors de leur territoire les Ukrainiens? On ne le sait pas, comme nous l'expliquait très bien le général.
Parfois, ce sont les 100 derniers mètres qui sont les plus compliqués à faire. Mais Poutine, évidemment, met ça sur la table parce qu'il sait que de l'autre côté, c'est très difficile. Marion Buchet. Le général disait tout à l'heure, c'est passionnant ce qui se passe en ce moment, et on va vraiment voir les intentions de la Russie dans les prochains jours. Vladimir Poutine, tout au long de cette guerre, a escaladé en rejetant systématiquement la faute sur les autres. Oui. Et donc là, on dit, bon, bah, nous, on veut bien pas vous tuer, hein, mais déposer les armes. Donc on est encore dans ce cas de figure-là. Général Richoux. Bon, oui, mais déposer les armes, c'est un slogan pour dire que c'est un homme de paix. Voilà, donc, on vous a laissé fuir la région de Souzdja sans vous tirer dessus. Déposer les armes, c'est un peu comme contre les Viettes. Soldats français, rendez-vous, ceci n'est pas votre guerre. Dans la jungle, en Indochine. Voilà, donc, effectivement, il veut passer pour un homme de paix, mais en fait, il va faire la guerre à outrance jusqu'à ce que ses poches soient liquidées. Donc, c'est vraiment... la trêve est liée à ses poches. Je pense aujourd'hui, ses poches sont liquidées. Il va commencer à envoyer des signaux positifs aux Américains. Elles ne sont pas liquidées. Il va lanterner jusqu'à ce qu'elles soient liquidées. Donc maintenant, il faut observer la capacité des Ukrainiens à tenir ou à ne pas tenir. Et moi, je n'ai pas cette réponse aujourd'hui. De quelques jours ou à jamais, mais je ne sais pas. Pascal Boniface, c'est un jeu très serré qui est en train de mener Vladimir Poutine, parce qu'il n'a pas envie officiellement de dire non à Donald Trump, non, je ne vais pas arrêter les combats dans la région de Koursk parce que je vais récupérer mes territoires. Alors il dit aux Ukrainiens, c'est à vous de déposer les armes. Et en même temps, il y a quelques minutes, on a diffusé une séquence d'un soldat russe qui affirme face caméra que son commandement lui a demandé d'épargner des vies ukrainiennes. Si les Ukrainiens déposent des armes et s'en vont, Poutine sera content. Effectivement, il est coincé entre son impératif de reconquérir tous les territoires russes qui ont été perdus au profit de l'Ukraine et de faire plaisir à Trump. Et pour l'instant, ces deux impératifs ne sont pas dans la même temporalité. Donc il faut qu'il puisse reprendre le plus rapidement possible ces territoires russes pour satisfaire les demandes de Donald Trump. Grégory Phillips, est-ce que Vladimir Poutine joue la montre? Parce qu'on ne sait pas, vous l'avez rappelé, il n'y a pas eu d'échange direct téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine hier soir. Mais est-ce que justement, dans l'attente d'un face-à-face avec le président américain, il dit non, mais c'est aux Ukrainiens de déposer les armes dans la région de Koursk Je racontais tout à l'heure qu'un diplomate me confiait qu'il avait la sensation que les Américains et Russes n'étaient pas du tout sur le même tempo. Trump, il est pressé. Oui. On l'a déjà évoqué ici, pour des raisons de politique intérieure. Il veut aller vite, il doit réussir dans les 100 jours à faire en sorte que cette guerre s'arrête. Donc Trump, il est pressé. Les Ukrainiens, ils sont quand même pressés, évidemment, que ça se termine. Ça fait 3 ans que malheureusement, chaque jour et chaque nuit, ils sont bombardés. Poutine, il n'est pas pressé. Il a le temps. Son objectif premier, c'est évidemment de récupérer ce bout de territoire, et il y parviendra sans aucun doute dans un délai qu'on ne connaît pas. Mais après, il n'est pas pressé, Poutine. Le temps russe n'est pas le même que le temps américain, et comme le confiaient ces diplomates, n'est pas le même que celui des chaînes d'information en continu, qu'elles soient françaises ou américaines. Oui, mais chaque jour a cette différence. Je suis absolument d'accord avec votre analyse, mais chaque jour où la guerre continue, eh bien, il va mécontenter chaque jour un tout petit peu plus Trump, qui est pressé. Donc il y a une contradiction, en fait. Ouais. Il doit négocier rapidement, mais ne veut pas négocier aussi longtemps que son pays est occupé. Donc il doit reprendre ses territoires très rapidement. Sinon, il va être de plus en plus en porte-à-faux. Ça va être le grand écart pour lui vis-à-vis des Américains. Général, on imagine que les mots de Vladimir Poutine sont choisis. Il dit « Ukrainiens, déposez les armes ». Il ne dit pas « partez ». Déposer les armes, ça veut dire se rendre et se faire un prisonnier. Bien sûr, ça veut dire capituler. Ça veut dire vous avez perdu, capituler. C'est ça que ça veut dire. Et en même temps, il y a un message de mansuétude de la part du vainqueur qui accorde la vie très généreusement à l'adversaire. Vous voyez, ce qu'on appelle la déditio en latin. La déditio, c'est-à-dire se rendre à merci à l'adversaire, moyennant quoi on peut espérer la clémence. Eh bien, c'est ça qu'il dit. Rendez-vous et je serai clément avec vous. Donc c'est... Pascal Boniface, vous vouliez réagir?
Oui, effectivement. Poutine a le temps, sauf que le temps court pour lui. Il faut qu'il réponde rapidement à Trump pour ne pas lasser Trump. Il sait que Trump peut changer d'avis ou donner des signes d'impatience. Donc, il est pressé de récupérer ces territoires pour pouvoir entamer une négociation positive pour lui avec Donald Trump et surtout conserver ce lien très satisfaisant pour lui avec Donald Trump. Mais c'est vrai, ça. Oui. La patience de Donald Trump, elle aura aussi ses limites. Oui, et pour l'instant, la proposition de cessez-le-feu qui a été formulée à Jeddah est plutôt favorable aux Russes. Je pense qu'on peut le dire, même si les Ukrainiens n'ont pas tout perdu, contrairement à ce qu'on pouvait redouter pour eux. Donald Trump peut effectivement changer d'équation dans quelques jours, dans quelques semaines, si les choses ne progressent pas. Parce qu'on a vu que c'est quand même une personnalité assez versatile et qu'il a les moyens d'entraver l'action du président russe sur le terrain. Oui, assez versatile. Disons qu'il a une logique qui n'est pas forcément la nôtre et qu'ils sont dans un rapport de force. Il est dans des annonces qui font parfois bouger les choses dans un sens, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut aussi regarder ses actes. Et que, bon, on a bien vu qu'il annonce parfois des choses qui ne correspondent pas exactement à ce qui se passe sur le terrain, mais qui ont un impact en termes de com'.